Bonjour à tous, c'est le petit yaourt et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, on est parti en Nouvelle-Zélande en septembre dernier, on est revenu au début du mois d'avril et du coup ça fait donc plus d'un an qu'il n'y a pas eu de point lecture, de vidéo où je vous parle de mes lectures. Et pourtant j'ai lu beaucoup en Nouvelle-Zélande et c'est pas faute d'avoir essayé de filmer là-bas, mais quand on vit dans une voiture, filmer, monter une vidéo et l'uploader surtout, c'était un petit peu le parcours du combattant, du coup il n'y en a pas eu. Donc j'ai beaucoup lu en Nouvelle-Zélande, notamment beaucoup de BD et de comics, mais ça va pas être possible pour moi de vous parler de tout ce que j'ai lu, du coup je me suis dit qu'une petite vidéo consacrée aux 5 lectures qui m'ont vraiment marqué lors de cette dernière année, ça serait plutôt sympa. Donc on peut dire que ce sont des petits coups de cœur, voire des gros coups de cœur, des livres que j'ai lus du coup sur ma liseuse et que j'ai bien envie d'acheter physiquement pour les mettre dans ma bibliothèque, même si pour l'instant je n'ai pas de bibliothèque car je n'ai pas de maison, n'est-ce pas? Et du coup ce qui est chouette c'est qu'il y en a pour tous les goûts. On commence avec Watership Down de Richard Adams. Alors du coup il s'agit d'un classique de la littérature jeunesse et ça va parler de Lapinou. Alors c'est sûr, dit comme ça, quand on a 28 ans, ou plus, on se dit que, ouais, bon, c'est peut-être pas pour nous une histoire avec des lapins, ça sonne peut-être un peu trop enfantin. Sauf que, pas du tout, en fait. On va effectivement être plongé dans une histoire avec vraiment plein d'aventures, puisqu'on va suivre Hazel, un jeune lapin un petit peu chétif qui vit avec toute sa famille lapin, tranquille, pépère dans leur terrier, jusqu'au jour où son frère va avoir une sorte de prémonition d'un grand danger qui arrive. Du coup, il va falloir convaincre les autres de fuir le terrier au plus vite, sauf qu'évidemment tout va pas se passer comme prévu, et puis notre petite bande de lapins va se retrouver à affronter 1000 dangers. Mais là où le texte est vraiment fort, et c'est pour ça qu'il est devenu un classique de la littérature jeunesse, c'est que l'auteur a réussi à y bourrer dedans plein de métaphores et de thèmes et de réflexions vraiment super intéressantes. Il va être question de dictature, de guerre, d'écologie, de solidarité ou encore d'exploitation animale. Du coup, de quoi faire réfléchir à la fois les petits sans qu'ils s'en rendent compte et les grands comme nous. Mais nous on s'en rend compte. Et le gros bonus, c'est que c'est super agréable à lire. Parce que l'auteur s'est vraiment lâché au niveau des descriptions de la nature, de la faune, de la flore. On va voir tout un tas de vocabulaire de noms de plantes et de fleurs dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est super poétique et j'ai adoré lire toutes ces descriptions-là. C'est hyper beau et en plus de ça, il y a une vraie mythologie des lapins qui ont leur propre langage, leurs propres mots, leur propre vocabulaire, leurs propres croyances et ça c'est trop choupinou à lire. Du coup, les enfants ils vont adorer cette lecture parce que il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a des lapins trop mignons auxquels on s'attache hyper vite, il se passe plein de choses donc on s'ennuie pas. Et les adultes vont adorer parce que c'est beau à lire et il y a plein de sous-thèmes et de réflexions vraiment bien menées auxquelles on peut se raccrocher. Sinon, pour les allergiques de la lecture, je vous signale au passage qu'il y a une série Watership Down sur Netflix qui comporte en fait 4 épisodes d'1 heure, si je dis pas de bêtises, le tout en animation. Alors je peux pas vous dire ce que j'en pense parce que je ne l'ai pas encore vu, parce que, pour tout dire, l'animation a l'air plutôt dégueulasse. Mais si ça respecte bien le bouquin, ça peut être vachement bien. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On passe maintenant à un tout autre genre avec Brave de Rose McGowan, qui a été traduit par Debout en français, puisque moi je l'ai lu en VO, et c'est un livre que j'ai acheté en Nouvelle-Zélande et que je vous ai présenté très vite fait lors du dernier et unique book haul de la chaîne. Donc là on change complètement de registre et c'est bien lecture pour les adultes parce qu'il s'agit donc d'une autobiographie / manifeste. Donc c'est l'autobiographie de Rose McGowan qui est une actrice qu'on a notamment surtout découverte dans Charmed et qui a beaucoup fait parler d'elle en 2018, notamment sur les réseaux sociaux et puis avec la sortie de cette autobiographie, je l'ai mal dit, on va faire comme si je l'avais bien dit, dans laquelle elle déballe tout le linge sale d'Hollywood. Pourquoi ce livre est aussi important? C'est parce que Rose McGowan est une des premières qui a réussi à faire ouvrir la parole des actrices et des femmes qui travaillent dans le monde du cinéma à Hollywood. C'est une des premières qui a déballé tous les noms des violeurs, des manipulateurs et de tous les mecs qui ont profité des actrices là-bas. Grâce à elle et à quelques autres, elle a enfin réussi
à faire ouvrir la parole à celles qui ont été abusées pendant des décennies par des réalisateurs, des producteurs qui étaient tout puissants et qui jusque-là n'étaient pas du tout inquiétés par qui que ce soit, bien que tout le monde était au courant de ce qu'ils faisaient. Donc évidemment, il va surtout être question d'Harvey Weinstein, je sais pas comment on dit son nom, mais on s'en bat les couilles un peu, ce producteur très célèbre qui est vraiment la plus grosse merde de tout l'univers, qui a violé Rose McGowan et je ne sais plus combien d'actrices, c'est assez énorme le nombre de femmes à qui il s'en est pris, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Donc ça c'est pour toute la partie autobiographie, donc elle va raconter sa vie qui est vraiment passionnante et en même temps extrêmement ponctuée de malheurs et de plein de choses merdiques. Et en même temps, ce qui rend ce livre intéressant, c'est qu'il y a une partie manifeste. Donc au fur et à mesure du roman, elle réussit à construire une sorte de manifeste, mais qui est pas non plus... elle nous dit pas non plus quoi faire. Elle incite à parler, à dire ce qu'on a vécu. Et ça, c'était plutôt vraiment bien fait. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, l'alliance des deux côtés. Il s'agit vraiment d'un compte-rendu assez brut et sincère de sa propre vie. C'est un livre vraiment coup de poing et très fort que tout le monde devrait lire, et pas simplement juste les femmes, évidemment. Et parmi ma sélection, s'il y a vraiment un livre que je vous recommande vivement de lire, ce serait celui-là, parce qu'il est important. Sinon, je vous dis aussi au passage qu'un documentaire intitulé Untouchable sortira début septembre sur Hulu. Et ce sera un documentaire sur Harvey Weinstein et tout ce qu'il a fait aux femmes et sur ses procès. Voilà. Donc ça c'est toujours pour les petits flemmards de la lecture ou ceux qui veulent approfondir un petit peu plus le sujet ou qui n'ont pas entendu parler de toute cette affaire. Bon, on va continuer sur une lecture un petit peu plus légère avec Player One d'Ernest Cline. Donc là on va pour le coup repartir vers de la science-fiction. Vous avez évidemment entendu parler ou peut-être vu Ready Player One réalisé par Steven Spielberg, qui est sorti je sais plus trop quand, il y a 2 ans peut-être, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, et qui est du coup l'adaptation de ce bouquin. C'était un film très très attendu et que pour ma part j'ai vraiment adoré et qui était un vrai plaisir à décortiquer pour ceux qui sont vraiment très amateurs de culture pop, parce que voilà, il y a un fourmillement de références dans ce film, et du coup, je l'ai tellement aimé que ça m'a vraiment donné envie de lire le film, pas du tout le livre. Donc, j'ai lu le livre. Le mot qui convient vraiment pour ce livre, et puis pour le film aussi, c'est addictif. Et du coup, si vous avez aimé l'un, je vous conseille l'autre, parce que les deux sont assez complémentaires à mon sens, et ils sont pas exactement similaires. Donc le bouquin Player One est sorti en 2011, mais contrairement au film, il fait assez l'impasse sur tout ce qui s'est passé après 1990. On va vraiment être concentré sur l'univers de la culture pop et des jeux vidéo des années 80. Donc si c'est moins votre dada, si vous êtes né dans les années 70-80, c'est bien, c'est fait pour vous. Moi je suis née dans les années 90, donc j'étais pas perdue, mais j'étais peut-être moins touchée par les références que celles qu'il y a dans le film, qui sont beaucoup plus récentes et actuelles. Du coup ça c'est le seul petit reproche que je fais au bouquin, parce que tout simplement moi ça me parlait un petit peu moins. Voilà, les films des années 80, les jeux vidéo des années 80, c'est peut-être moins mon truc que tout ce qui est sorti depuis. Mais revenons à l'histoire, parce que peut-être que vous savez pas du tout de quoi je parle, et voilà, je parle. Donc, on est en 2044, et franchement, c'est pas la joie, la société est vraiment pourrie, je veux dire encore plus pourrie que celle qu'on a aujourd'hui. Et du coup, les gens, pour échapper à leurs conditions vraiment miséreuses, se réfugient dans l'Oasis. L'Oasis, c'est le jeu vidéo ultime en fait. C'est un monde dans lequel on est complètement immergé sensoriellement. C'est encore mieux que la VR, c'est la VR encore plus, celle qui n'existe pas encore. C'est un monde, un univers entièrement nouveau, entièrement virtuel, composé de millions de planètes, de millions de quêtes et d'aventures, d'objets à récupérer, de trucs à acheter, on peut y faire du shopping, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut dans l'Oasis et qu'on peut pas faire dans la société merdique dans laquelle ils sont. Donc les graphismes sont époustouflants, on a l'impression d'y être, en plus on a des sensations de nos personnages, on peut customiser notre personnage comme on veut,
et on peut être qui on veut. Et un beau jour, le fondateur, le créateur de ce jeu va mourir, et évidemment comme il est la tête d'une fortune de plusieurs milliards, enfin bref, il va créer une sorte de quête qui va permettre à n'importe qui réussira cette quête de remporter son héritage, donc c'est-à-dire tout l'oasis et puis beaucoup d'argent. Donc il va falloir résoudre une sorte de série d'énigmes pour récupérer 3 clés pour finalement accéder patati patata. Voilà. Si vous avez vu le film, c'est sensiblement la même chose. Dans le principe, mais les quêtes sont pas du tout les mêmes. Bref. Du coup, nous on suit le jeune Wade qui a 17 ans et qui est un grand fan du fondateur de l'Oasis, qui connaît tout sur sa vie et qui évidemment va se lancer dans cette fameuse quête à l'héritage. Et c'est ainsi que commence cette histoire. Donc, j'avais dit tout à l'heure que le mot qui qualifiait bien le film et le bouquin c'était addictif, mais on peut aussi ajouter foisonnement et jouissif. L'Oasis c'est juste tout ce dont on rêve, je pense, aujourd'hui en termes de jeux vidéo, c'est hyper réaliste, c'est complètement immersif, on peut faire tout ce qu'on veut, il y a tous les genres de jeux vidéo qui sont réunis dans ce même jeu vidéo, et donc c'est assez... c'est formidable à imaginer, et à chaque fois que je lisais un paragraphe de ce livre, j'avais qu'une envie, c'était moi-même de jouer à n'importe quel jeu. Ça donne vraiment envie de jouer, et j'ai trouvé ça assez fortiche. Et du coup, le foisonnement, c'est parce que c'est bourré, mais genre bourré, plein à craquer, hein, comme ta valise quand tu pars en vacances l'été, de références à la culture pop. Alors ça va être des films, des séries, donc des jeux vidéo, de la musique, vraiment tout un tas impressionnant de références. Je sais pas comment l'auteur a fait pour pour connaître autant de choses, pour réussir à bourrer autant de choses dans ce roman. Et il y en a partout. Le côté jeu de piste avec les énigmes, pareil, c'est juste top. On passe nous aussi notre temps à essayer de deviner un petit peu les choses, même si c'est assez pointu, donc pour ma part, voilà. Mais c'est juste super d'essayer. Alors, cela dit, le livre, comme le film, c'est loin d'être parfait, il y a des petites choses qui m'ont... Je sais que quand j'ai lu le bouquin, il y a des petites choses qui m'ont titillé, mais là, ça fait plus de 6 mois que je l'ai lu, et avec le recul, je pense plus vraiment à tous ces petits trucs qui m'ont embêté. Je pense vraiment à l'immense plaisir que j'ai eu de lire ce bouquin, et du coup, je vous le recommande à 100%. Et là encore, hein, pour les flemmards de la lecture, vous pouvez toujours vous rabattre sur le film. Mais je vous conseille les deux, parce que les deux sont assez différents, je vous l'ai déjà dit. 4e bouquin, L'épouse de bois de Terry Wendling. Alors là, j'avais entendu parler de ce roman, je crois, sur la chaîne de Margot Liseuse, et je sais plus du tout ce qu'elle en disait, mais ça m'avait donné envie de le lire, notamment pour cette magnifique couverture, donc c'est chez les éditions Les Moutons Électriques. J'ai vu, c'est marrant parce que hier en plus j'ai vu au Furet du Nord à Lille ce bouquin en vrai. Moi je vous rappelle que je l'ai lu en e-book et il est tellement beau. Bon, il coûte 25€ donc mais il est super beau. Il est en hardback, il est relié avec un dos toilé. L'illustration est magnifique. Hein, si vous savez pas quoi m'offrir à Noël. Alors des 5 livres que je vous présente aujourd'hui, c'est peut-être le plus étrange. Et du coup, cette fois, on a affaire à de la fantasy. Je vous avais dit qu'il y en avait pour tous les goûts. Alors attention, quand je dis fantasy, on va pas être dans, je sais pas, de l'héroïque fantasy, vous savez, avec des héros très stéréotypés, des bestioles partout, des quêtes, des machins. Pas du tout, on est dans de la fantasy que je qualifierais d'assez légère, avec assez peu de créatures. On est presque dans du fantastique, parce qu'on n'est pas dans un monde complètement nouveau, on est sur la planète Terre, on est même aux États-Unis, dans le désert des montagnes rocheuses. Donc voilà, j'hésite un petit peu avec le fantastique, mais il y a quand même voilà pas mal de créatures qui me font vraiment penser que c'est plutôt de la fantasy. Mais bon, après la terminologie, là, on s'en fout un peu. Donc on suit Maggie Black, qui est une écrivaine qui est spécialisée dans la poésie et qui étudie les poètes. Et un jour, il y a un de ses plus vieux amis qui est un poète qui décède, et elle va donc vouloir écrire un livre sur lui, il me semble, et elle part dans sa maison pour y vivre et essayer de fouiller un peu dans ses affaires, du coup, et de découvrir qu'est-ce qu'il faisait ces dernières années, parce qu'il publiait plus rien.
et de voir où est-ce qu'il a vécu pendant de très nombreuses années, un lieu qui était très important et qui ressortait pas mal dans ses poèmes. Donc arrivé dans sa vieille maison, l'ambiance du désert et certaines apparitions vont peu à peu chambouler tout ce qu'elle croyait savoir. Ce que j'ai vraiment le plus apprécié dans cette histoire, c'est le lieu. Ce lieu vraiment particulier qui a vraiment une grande importance dans ce roman, dans la poésie du fameux poète, dans le côté fantasy du roman. Comme je vous l'ai dit, on va se retrouver donc dans le désert des montagnes de l'Arizona aux États-Unis, un endroit donc très peu peuplé, avec vraiment une ambiance très particulière, une lumière particulière, et la faune et la flore, comme dans Watership Down, m'ont vraiment marqué. C'était très beau à lire. Pareil, l'autrice a vraiment un talent pour faire des descriptions de toute cette ambiance, des cactus, des arbres de mesquite. Voilà, pareil, j'ai découvert plein d'arbres et de plantes que je ne connaissais pas du tout. Donc il faut vraiment aimer ça, hein, parce que ça prend vraiment une grande part du roman. C'est assez contemplatif, lent et poétique. Il ne se passe pas beaucoup d'action, mais personnellement, j'adore. C'est vraiment le genre de choses que j'aime à lire de plus en plus. Et c'est vraiment bien fait, elle arrive à nous faire ressentir la chaleur du désert, mais pas, vous savez, pas la chaleur qu'on a là en ce moment, les 45 degrés à Paris ou je sais pas quoi, là, la canicule de malade, la bonne chaleur. Celle du désert qui est sèche. On n'a pas chaud en mode je vais mourir en lisant ce livre. On a une bonne chaleur et on a envie d'y être et on arrive à imaginer tout cet univers et ça c'est super génial et c'est ce que j'ai adoré. Du coup les descriptions nous transportent loin et il y a vraiment une magie qui se dégage de l'endroit, une magie très naturelle, très je sais pas, chamanique un petit peu, très mystérieuse. Presque ésotérique. Et c'est donc dans ces collines désertiques que notre personnage principal va avoir ses premières apparitions de créatures de fantasy. Donc on va avoir des créatures issues du folklore celtique et de la culture amérindienne. Donc là le dépaysement est juste total parce que j'y connais rien du tout. Enfin, peut-être un petit peu celtique, mais amérindienne, pas du tout. Donc, il va pas y avoir de quête, il va pas y avoir de notion de bien ou de mal, d'un personnage qui va combattre ceci, cela, mais un personnage qui va découvrir un univers auquel il ne s'y attendait pas. On a tout un univers qui fonctionne en symbiose, chaque créature, chaque élément de fantasy, et les gens aussi qui vivent là ont leur place et fonctionnent en symbiose ensemble avec la faune et la flore, la nature. Et c'était beau. Alors c'était très bizarre aussi parce que voilà, il se passe pas beaucoup d'action, c'est très contemplatif. Mais si vous recherchez vraiment une autre atmosphère, quelque chose de primitif et de magique, foncez, c'est vraiment top. Et on va terminer ce top qui est déjà beaucoup trop long, je pensais faire vite mais en fait j'ai raté. On va parler de La Route de Cormac McCarthy. Et c'est un prix Pulitzer. Je crois que c'est la première fois que je lisais un prix Pulitzer et franchement j'ai été impressionnée et j'ai adoré cette lecture. Comme pour Player One, La Route, je l'ai surtout vue en premier lieu, alors pas au cinéma, à sa sortie en, je sais plus, 2006 peut-être. Attendez, je regarde sur ma feuille. 2009, j'ai raté. 2009, mais un petit peu plus tard, et c'est littéralement juste tout ce que j'aime lire en termes d'histoire. Et puis en plus, il y avait Viggo Mortensen dedans, donc je vous recommande vivement le film qui est très très bien, et qui du coup, pour avoir lu le bouquin maintenant, je me dis que c'était très bien adapté. Donc déjà, on est sur du post-apocalyptique. Ça j'aime bien. J'en lis pas souvent, c'est bizarre, hein, pourtant j'adore ça. J'aime beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un futur, on sait pas trop quand, et il y a eu une catastrophe, ou plusieurs catastrophes, qui ont rendu la planète plutôt merdique. Il y a plus beaucoup d'habitants dessus, tout est recouvert de cendres, tout est complètement gris, on voit plus le soleil, donc il fait assez froid tout le temps. Tu peux rien cultiver parce que voilà, il y a des cendres, donc c'est devenu complètement, c'est-à-dire fertile. Mais non, l'inverse de fertile, c'est stérile. Tout est devenu complètement stérile, donc pour manger, il faut se démerder pour trouver des vieilles boîtes de conserve, et plus le temps passe, et moins il y en a. Donc ça, c'est vraiment la base du roman, mais aussi son unique contenu.
Vraiment, vous attendez pas à autre chose, ne vous attendez pas à de l'action, il n'y en a pas, c'est vraiment que ça. Beaucoup de descriptions de l'état de la planète, avec ses forêts carbonisées, les cendres, le ciel gris, etc. Et la survie de 2 personnages. Donc on suit un père et son fils, alors ils sont complètement anonymes, on n'a pas leur prénom, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas grand chose de leur passé, à part quand le père se rappelle un petit peu de sa femme et de la mère du petit. Et donc ils traînent leur caddie avec les divers objets qu'ils ont réussi à glaner au fil du temps sur la route. Donc ils marchent toute la journée, sans s'arrêter quasiment, toujours à l'affût, parce qu'évidemment il y a d'autres personnes qui sont forcément que mal intentionnées, qui sont cannibales, puisqu'il n'y a plus rien à manger, hein, voilà. Mais vous attendez pas à avoir beaucoup de cannibales et de scènes cracra, hein, il y en a pas, vraiment. Et donc, ils passent leur temps, donc soit à marcher, soit à fouiller dans les maisons à la recherche de bouffe ou de quoi que ce soit qui pourrait leur être utile. Les jours se succèdent, insipides, difficiles, il y a la faim qui les tenaille, il y a le froid, c'est vraiment... on sent qu'ils en chient. Donc ça c'est des 5, c'est vraiment le livre qui est le moins susceptible de plaire à tout le monde. D'ailleurs j'ai lu qu'il y en avait pas mal qui avaient pas vraiment aimé ce livre, ce que je peux comprendre, parce que il se passe pas forcément grand chose et le style est très très spécial. Hein. Je sais pas ce que ça donne en anglais, je l'ai lu en français, mais c'est spécial, il y a aucune ponctuation, on n'a pas les noms des personnages, etc. Donc on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse non plus, hein, vous attendez pas à avoir des révélations sur ce qui s'est passé sur la planète et tout, on ne sait pas. Donc il faut vraiment avoir envie de lire spécifiquement cette histoire pour l'apprécier, et ça tombe bien parce que c'est spécifiquement ce que j'adore lire, c'est le genre de survie post-apo que j'adore, parce que j'adore la survie, alors pas la survie à la Walking Dead où on a des mitrailleuses à munitions limitées et on dézingue tout ce qui bouge et oh putain, non, mais vraiment la vraie survie, celle qui est difficile, où on fait que marcher, la seule chose à laquelle on a à penser c'est trouver de la bouffe, trouver un moyen de se nettoyer d'une façon ou d'une autre, ou un simple rhume peut vous buter, parce que pas de médicaments, pas de médecin, nanani nanana, alors que dans Walking Dead, ils se coupent des bras, des jambes et tout va bien. Non, vraiment celle où il faut marcher, fouiller, collecter des objets, les ramasser. Il y a un côté presque très méticuleux, très jeu vidéo en fait, et c'est peut-être ça qui me fait kiffer, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment uniquement ce que vous trouverez dans ce livre, avec en petit bonus la relation père-fils qui est vraiment très touchante et attendrissante. Pas tire-larme, c'est pas trop poussé. Et c'est ça que, voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, les deux. La survie, la relation, les relations humaines, c'était très bien fait. Il y a pas vraiment de début, il y a pas vraiment de fin non plus, ni vraiment d'histoire en fait, mais juste la dureté de cette vie qui n'en est plus vraiment une, et les rares plaisirs, des rares trouvailles de ces 2 personnages qui nous font, pareil, avoir un grand sourire et on est content pour eux, et puis ensuite, bam, ça recommence et ils repartent dans un cycle où ils vont crever la dalle et ils sont à 2 doigts de mourir, et puis ça continue comme ça, inlassablement. Moi j'ai juste trouvé ça beau, et je vous le recommande si vous pensez que ça peut vous intéresser. Voilà, ça c'est vraiment les 5 lectures qui m'ont marqué de ouf, et que je veux absolument dans ma bibliothèque quand j'en aurai une. Bien sûr, j'ai lu plein d'autres romans qui m'ont beaucoup plu, mais je peux pas vous parler de tout ça parce que c'est un petit peu tard et voilà, pas parler de tout. Et du coup, je pense aussi que c'est un petit peu comme ça qu'on va fonctionner sur la chaîne à partir de maintenant. Déjà parce que je sais qu'on va avoir beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Vous l'avez vu, là, ça faisait 1 mois qu'on n'avait rien sorti. Et j'ai pas envie de blablater sur des livres qui m'ont plu, mais pas non plus transcender. Ça pourrait être vachement mieux de faire des vidéos un petit peu plus thématiques ou de vous parler vraiment de mes gros coups de cœur. Néanmoins, si vous voulez tout savoir sur nos lectures, je vous invite à checker toujours pogoscope.fr, notre site internet, dans lequel il y a régulièrement des chroniques vraiment plus complètes sur principalement des bouquins, mais aussi des séries et des films quand on aura un petit peu repris le truc. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez tout savoir de ce qu'on lit
ou à nous suivre sur Livre Addict, Goodreads, etc. Si les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui vous ont intéressé, vous pouvez regarder dans la description, les liens sont en dessous, et puis il y a aussi tous les liens des réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, pour nous faire un petit coucou, ou à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Cette phrase-là, non, français c'est mieux. Et donc il s'agit d'un classique de la littérature jeunesse. On va effectivement être plongé dans des histoires, putain, notamment pour cette magnifique couverture, couleuvre, non. Ce dont elle croyait... non, cette phrase est nulle.